Bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc je suis très très content d'être prêt comme ça. Donc je suis très très heureux d'être invité par l'ARL pour parler d'un sujet qui me tient à cœur pour des raisons objectives, puisque le livre numérique a quand même modifié à l'époque. En 2001, j'ai mis en place une première bibliothèque numérique. En 2005, une bibliothèque numérique pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est un sujet qui m'a très vite conquis, très vite habité, et j'ai travaillé peu ou prou avec tous les premiers, tous les pionniers du livre numérique. Alors on les appelait les éditions 0 heure, pour ceux qui s'en souviennent, ou bien Moby Pocket, ou bien encore Cital, ou bien Numilogue, que vous connaissez sans doute aujourd'hui, puisque c'est un de ces rares acteurs qui soit resté en activité. Voilà. Alors j'ai choisi de faire une présentation relativement soft. On peut très facilement, compte tenu de la complexité du sujet, on peut très facilement noyer l'ensemble des personnes qui assistent à vos cours ou à vos interventions. On pourrait, par exemple, passer une journée complète sur, éventuellement, les métadonnées. Qu'est-ce que c'est qu'une métadonnée? Comment on la remplit, etc. Donc ce sont des sujets qu'on abordera sans doute plus en détail avec nos différents intervenants. Donc je vais essayer de faire quelque chose de relativement simple, essayer de resituer finalement l'édition numérique dans un contexte général, et puis insister à un moment quand même sur le rôle de la librairie, puisque jusqu'à l'arrivée finalement de l'annonce du projet PNB, dont on aura l'occasion de parler cet après-midi, donc notamment avec la directrice générale de Dilicom, on va dire que les plateformes ont plutôt tenu à distance les libraires. Il n'était pas question d'intégrer la librairie dans la diffusion de livres numériques, notamment aux bibliothèques. D'ailleurs, on s'interrogeait à l'époque pour savoir si on allait les considérer comme des tiers, qu'est-ce qu'on allait leur donner comme commission si jamais ils voulaient s'intégrer dans cette chaîne. Je me souviens très bien en 2011 d'avoir été appelé par la librairie Mola à Bordeaux qui voulait proposer des livres de Hachette, et puis là on n'avait pas de solution, entre guillemets, à leur proposer. Donc l'arrivée du libraire est relativement récente. Et donc on doit s'en féliciter puisque l'objectif finalement de cette chaîne du livre, c'est d'être maintenu, d'être conservé entre guillemets en l'état avec les problématiques que ça peut entraîner. Alors, Amazon a lancé une offensive extrêmement forte. Alors, Amazon s'est installé en France, en tout cas au niveau du web, parce que le web, il est américain. Donc, les acteurs américains sont toujours majeurs sur ce secteur de la diffusion culturelle. Et même en général, de façon plus générale, quand je regarde l'offre Amazon, il y a des brosses à dents, il y a des chaussures, il y a des livres, etc. Il y a un certain nombre, il n'y a pas que du culturel. Mais Amazon a mis une espèce de coup de pied très fort dans cette chaîne du livre en proposant une désintermédiation totale. C'est-à-dire que vous êtes un client, vous êtes un usager, vous pouvez vous fournir directement sur une entrée unique. Le modèle proposé notamment par Gallimard, etc., c'est l'idée qu'on va remettre en ordre la chaîne du livre. On va réintroduire tous ces acteurs historiques du livre papier dans l'environnement numérique. Et c'est la raison pour laquelle ça a été si long à mettre en place, puisque jusque, en 2008-2009, vous aviez des plateformes qui vendaient des livres numériques, mais qui n'étaient pas interconnectées, et on travaillait en direct. Il y avait d'ailleurs très peu de bibliothèques qui étaient concernées. Je voudrais quand même souligner, puisqu'on est en Normandie, quand même, que la première bibliothèque numérique, c'est une bibliothèque numérique du Calvados, la bibliothèque numérique de Lisieux, qui a été créée donc en 1996 par le conservateur qui s'appelle Olivier Beaugros. Un petit rappel historique qui m'intéresse. Voilà, donc l'idée c'est de conserver une structure, une architecture qui soit comparable dans le numérique à ce qui existe pour le papier, on le verra. Et évidemment, puisqu'on va parler de la diffusion, on va définir très simplement la diffusion. C'est à la fois pour le diffuseur de négocier avec ce qu'on appelle un revendeur des conditions d'exploitation par contrat. On verra cet après-midi avec la librairie La Buissonnière la différence entre les conditions générales de vente pour le papier et puis les contrats de mandat pour les livres numériques. Je crois qu'on pourra s'amuser.
Donc ça, c'est la première étape. Et pour la deuxième, pour les bibliothèques, évidemment, c'est d'offrir à leur public des contenus numériques. Et sous-jacent, et c'est très fort, notamment dans les instances des bibliothécaires, c'est essayer de pouvoir proposer l'ensemble de l'édition numérique, d'une certaine façon, sur une seule et même plateforme. Or, aujourd'hui, cette édition reste relativement morcelée, même si on voit qu'il y a des passerelles, notamment entre PNB et BiblioAccess de Numilog, mais pour l'instant, c'est tout à fait embryonnaire. Voilà. Nous allons avancer. Alors, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des pionniers. Ces pionniers ont relativement disparu, enfin, en tout cas, assez vite. MobiPocket a notamment été racheté par Amazon en 2005, qui a pris au passage le format PRC, qui était un format adapté aux usages mobiles sur smartphone. On appelait ça des PDA à l'époque, des assistants numériques personnels. Et en fait, c'est une technologie française. C'est un Français qui s'appelle Thierry Brett et qui a inventé le format PRC pour smartphone. Ça a beaucoup intéressé Amazon parce que PRC devenait un concurrent très sérieux d'Adobe aux États-Unis. Beaucoup d'éditeurs reprochaient à Adobe ses conditions commerciales, le format PDF, etc. Et PRC devenait un format tout à fait intéressant. Et donc, c'est la raison pour laquelle Thierry Brett a revendu MobiPocket à Amazon. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est Gallica 2 ? Eh bien, c'est la première fois qu'on réunit l'interprofession pour mettre en place l'organisation de vente de livres numériques. Donc ça associe effectivement des représentants des éditeurs, des libraires, il y a des bibliothécaires, etc. Et c'est l'acte fondateur de l'édition numérique. Donc l'édition numérique en France, telle qu'elle est structurée aujourd'hui, telle qu'elle s'est structurée, du point de vue économique, juridique, technique, ça date de là. Donc ça date de 7 ans, quoi, 7-8 ans. Donc dans la foulée, les éditeurs, comme ils l'ont fait dans l'imprimé, créent leur propre mode de distribution. Ils créent des e-distributeurs, leur propre réservoir de fichiers. Alors, quand un éditeur, généralement autrefois, l'éditeur ne conservait pas le fichier PDF imprimeur. Il était stocké chez l'imprimeur. Et quand les agrégateurs, les premiers acteurs du livre numérique voulaient obtenir des fichiers, ils devaient payer des frais de déstockage à l'imprimeur pour recevoir ce fichier. D'ailleurs, les frais étaient suffisamment élevés pour finalement ne pas favoriser la mise à disposition du public. Donc aujourd'hui, des éditeurs comme Gallimard, à l'époque Flammarion, La Martinière, Le Seuil, aujourd'hui Actes Sud, travaillent sur la plateforme Eden Livre. C'est là qu'ils déposent leurs fichiers numériques. Donc c'est une plateforme de distribution. De la même façon qu'un éditeur, un gros éditeur, par exemple comme Hachette, qui dispose de son centre de distribution physique, aujourd'hui, un éditeur dispose de son centre de distribution numérique. Donc, on a vu apparaître Eden Livre. Editis a créé progressivement e-Platform. On a vu apparaître des opérateurs comme ePagine, comme Feedbooks aussi, comme Immatériel, comme Numilog. Et l'Harmattan a créé donc sa plateforme qui s'appelle l'Harmatech. C'est des acteurs que vous pouvez aujourd'hui encore contacter, bien entendu. Ils sont tout à fait, et même particulièrement actifs. Je rappelle que l'Harmattan a un des plus gros stocks, sinon le plus gros stock de fichiers numériques en France. Quand on distribue l'Harmattan, on peut dire, on l'a vu d'ailleurs avec Immatériel, ça augmente considérablement le nombre de titres à proposer. Bien, une fois qu'on a créé ces réservoirs, ça ne suffit pas. Il faut les interconnecter. Et cette interconnexion entre les différentes plateformes qui permettent quoi? Qui permettent à un utilisateur de ne pas avoir à payer 3 factures s'il prend un livre de chez Gallimard, un livre de chez Editis et un livre de chez Hachette. Donc pour pouvoir fédérer les catalogues, il y a eu un accord de distribution entre les plateformes pour permettre à l'acheteur, à l'usager, à l'utilisateur de pouvoir bénéficier de conditions de facilité pour se procurer un livre numérique. Et puis, il a fallu créer une plateforme, là encore, technique, c'est le hub d'Illicom, pour permettre aux libraires de commander des fichiers numériques. Alors cet après-midi, donc je l'ai dit, on va recevoir la directrice générale de d'Illicom. On lui en demandera plus sur les fonctions éventuellement du hub d'Illicom qui va vous intéresser, que vous soyez libraire ou bibliothécaire.
puisque dans le cadre du projet PNB, c'est un opérateur, c'est à la fois tiers de confiance et c'est l'opérateur technique PNB. C'est lui qui vous garantira notamment les différentes transactions que vous avez faites avec votre fournisseur. Bien, il a fallu aussi organiser l'aspect juridique. On aura l'occasion avec Carole Zalberg sans doute d'évoquer un petit peu les aspects juridiques du livre numérique en tant que secrétaire général donc, de la Société des gens de lettres. Un petit peu, on évoquera ça en filigrane. Ah bon, d'accord. Bon. D'accord. Donc, en fait, il y a 2 étages dans cette loi. Il y a d'abord éviter qu'Amazon ne fixe lui-même notamment les prix des livres numériques, alors Amazon, Apple, Kobo, etc., éviter aux distributeurs de décider, comme le fait Amazon aux États-Unis, à imposer un prix à l'éditeur. Donc on a voté une loi qui a un premier étage, c'est l'éditeur qui décide du prix du livre, point. Et puis le deuxième étage, c'est un taux de TVA à 5,5, qui est toujours un petit peu suspendu aux appréciations de la Commission européenne, mais pour le moment, ce taux à 5,5 est tout à fait maintenu. On verra qu'il a des avantages, mais quelque part, on n'en voit pas tous les avantages, malgré tout. Puisque le prix du livre numérique reste relativement élevé. Sauf peut-être chez certains éditeurs particuliers, mais on en parlera tout à l'heure avec Gwen Catala. Alors, on a reproché à l'édition de ne pas avoir suffisamment de contenu. Et donc, un projet a été lancé qui devrait permettre, qui s'appelle le projet Relire, qui a suscité pas mal de débats dans la communauté des auteurs notamment et des éditeurs, et qui va permettre d'alimenter, puisqu'on estime le stock de ces livres indisponibles à environ 500 000. Donc c'est nettement plus que ce qui est aujourd'hui disponible dans le commerce. Voilà, donc les premiers titres numérisés et commercialisés par Phoenix sont apparus dans les librairies numériques donc à la fin de l'année 2015. Je crois qu'il y avait 1500 titres. Et à la fin de l'année 2012, Dilicom a annoncé ce projet, alors qui n'est pas une plateforme. Le projet PNB, c'est donc un projet interprofessionnel, ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas comme Cyberlibris, ce n'est pas comme Kern, qui permet, on va dire, ou qui doit permettre, d'une part, aux libraires de s'intégrer dans cette chaîne dont il était exclu, et ensuite aux bibliothécaires de pouvoir avoir, je dirais, un volume conséquent de titres, puisque parmi les arguments contre le numérique, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de titres et qu'on ne pouvait pas constituer de collections suffisamment étoffées pour satisfaire le public. Voilà. J'en parlais à l'instant, donc finalement c'est l'époque, on est dans une époque de transition, hein, ça c'est banal, mais en fait on redéfinit un petit peu chacun des métiers en fait. Hein. On voit très bien que l'auteur devient parfois entrepreneur, que l'imprimeur devient éventuellement prestataire de solutions techniques, que le libraire a de multiples activités, que voilà, il y a une transformation des métiers et il était nécessaire manifestement, après 4 ans de négociations avec le SNE, il était nécessaire de rénover d'une certaine façon le contrat d'auteur en ouvrant bien sûr un aspect relatif à l'exploitation numérique de leur œuvre. Et puis, je crois que c'était Aurélie Filippetti qui a lancé un grand plan d'aide à la librairie, puisque ça va un petit peu dans cette idée de l'intégration, bien sûr. Beaucoup, en tout cas un nombre conséquent de librairies avaient besoin d'une mise à niveau, on va dire, hein, en tout cas de pouvoir être sauvegardées, le cas échéant. Et donc Aurélie Filippetti a annoncé un plan d'aide à la librairie, je crois de 9 millions, auxquels se sont ajoutés, je crois, 6 ou 7 millions de la part des éditeurs, quelques millions de la part du CNL, etc. On demandera à notre intervenant de cet après-midi si finalement cet argent a servi à quelque chose et s'il en a vu lui-même les bienfaits. Alors vous l'avez peut-être oublié pour les bibliothécaires, mais 2014, c'était l'année des bibliothèques. Alors on l'a su en décembre, hein, c'était pas évident. En décembre 2014, on a annoncé que c'était l'année des bibliothèques. Et à cette occasion, donc, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a, avec l'interprofession, annoncé, donc, a
a lancé 12 recommandations pour effectivement une diffusion du livre numérique en bibliothèque, hein, je fais bref, parmi lesquelles effectivement le fait que la nécessité que les éditeurs puissent proposer l'ensemble de la production numérique aux bibliothèques. Notamment, et aussi, quand on lit bien les recommandations, il y a aussi un aspect sur les DRM, donc on doit protéger, enfin il est normal de protéger les fichiers avec des mesures de sécurité, mais là on en reparlera tout à l'heure avec nos intervenants, tout le monde n'est pas d'accord évidemment, loin s'en faut, sur l'usage des DRM. Bien, donc j'ai essayé de simplifier hein, ce qui s'est passé ensuite, le syndicat national de l'édition a lancé une grande action pour pouvoir maintenir ce taux de TVA donc à 5,5. Et en 2016, donc début d'année, il y a quelques jours, les plateformes qui n'étaient pas encore associées à PNB, hein, les plateformes comme qu'on a cité tout à l'heure, hein, Numilog, Isneo pour la BD immatérielle, ont rejoint le projet PNB. Donc les bibliothécaires vont pouvoir profiter des contenus que ceux-ci vont proposer donc, aux bibliothèques. Par contre, Editis, qui était un acteur pionnier, hein, qui faisait partie de ce projet interprofessionnel, s'est retiré. Et pour l'instant, il n'y a pas d'offre des éditeurs Editis sur cette plateforme PNB. Je me souviens très bien des conditions d'ailleurs à l'époque, puisqu'il y a eu une phase d'expérimentation en 2013-2014 avec des bibliothèques pilotes. Et je me souviens très bien que les conditions, c'était 30 jetons. Je crois que c'était 30 jetons pour 3 ans, hein, en termes de durée de disponibilité du fichier. Alors, l'environnement technique est assez varié, assez divers, et explique en partie cette espèce de, entre guillemets, sinon de retard, mais du moins de doute de la part notamment des lecteurs sur cette utilisation de fichiers numériques. Et les bibliothèques aussi, sans doute, sont souvent perplexes devant la diversité des formats, notamment. Alors, il existe de multiples formats livres, hein, mais progressivement, 2 formats commerciaux majeurs ont été conservés. Alors, aujourd'hui, il y a plus de EPUB que de PDF, mais c'est vrai qu'au début de l'édition numérique, même en 2011-2012, il y avait toujours une majorité de PDF. Alors, on verra avec les éditions des presses universitaires du Havre et de Rouen, donc, où on en est hein, au niveau des formats. Est-ce que finalement le format PDF, quel est le format le plus intéressant finalement pour commercialiser des livres numériques? Donc, vous le savez, le PDF conserve la mise en page du bouquin, alors que le EPUB est une espèce de site web empaqueté et qui permet notamment dans sa version 3 des enrichissements très intéressants et notamment en termes d'accessibilité. C'est-à-dire qu'on pourra définir des critères d'accessibilité pour les gens qui souffrent de problèmes de lecture visuelle très différents les uns des autres. Donc on aura probablement encore plus de complexité puisqu'il y aura probablement des pictogrammes qui seront associés à chaque format EPUB pour dire que voilà, lui c'est pour tel type d'affection et là un autre type d'affection. Bien, il y a aussi bien entendu des formats qu'on appelle des formats propriétaires, notamment les formats d'Amazon et les formats d'Apple, qui sont évidemment utilisables dans le cadre que ces acteurs ont défini, c'est-à-dire généralement avec leur propre matériel, entre guillemets. Alors le format Kindle a évolué, vous allez le trouver souvent aujourd'hui sous le nom Mobi, qui rappelle Mobi Pocket, et puis AZW pour les anciennes tablettes Fire, et aujourd'hui KF10. Il y en a d'autres, bien entendu. Le format HTML, par exemple, on en trouve sur Kern. Hein. Vous pouvez en trouver sur différentes plateformes. Le format DAISY, alors sans doute ce format vous dit-il quelque chose, puisqu'il y a eu une opération qui court toujours d'ailleurs, et je crois que les bibliothèques de Rouen y sont associées. Il s'agit de prêter du format DAISY sur des supports nomades, donc aux personnes handicapées visuelles. Alors j'ai fait cette copie d'écran exprès pour vous montrer que sur certaines librairies, le public est confronté à ce type d'interrogation sur les formats.
c'est ce que je vous disais au téléphone. Que, voilà, donc, quand je suis un lecteur lambda, on m'a offert une liseuse à Noël, je fais quoi avec les informations que mon libraire a bien voulu me communiquer sur son site? Donc je pense qu'il faudrait de ce point de vue-là, alors c'est intéressant parce que quand on sait lire ce que ça veut dire, ça va, c'est pas un problème. On se dit, bon, l'application Flash, il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même, d'applications Flash, mais bon, il faut quand même que j'ai un lecteur qui permette d'animer cette animation Flash. Mais voilà un petit peu, voilà pourquoi finalement il est bon de ne proposer finalement commercialement que 2 formats, 3 éventuellement, mais des formats qui soient plus clairs. Alors, je ne sais pas si ça dit grand-chose à vous tous, sans doute un petit peu. On va revenir sur ces questions de filigrane, de DRM, etc. Mais voyez un petit peu voilà, pourquoi le public hésite aussi. C'est-à-dire, voilà, j'ai tout ça, bon, qu'est-ce que je peux faire avec l'ensemble de ces formats? Alors, il se trouve qu'en Europe et aux États-Unis, Adobe a développé un système de protection qu'il fait payer aux éditeurs sous forme de licence annuelle. Et chaque fois que vous téléchargez un livre, l'éditeur doit reverser à Adobe un pourcentage, qui en général c'est 10 centimes d'euros, je crois, en moyenne, c'est 10 centimes d'euros. Voilà. Ces DRM, évidemment, empêchent un certain nombre d'usages, du genre copier-coller, imprimer, etc., qui sont là encore du choix, ou pas d'ailleurs, hein, on le verra, hein, qui sont ou non du choix de l'éditeur. C'est-à-dire que si vous voulez faire partie de telle ou telle plateforme, bah, on vous mettra des DRM même si vous avez une vocation contraire. Bien, donc les DRM ont une implication dans l'usage, hein, puisque effectivement vous êtes contraint et parfois il peut y avoir des problématiques d'interopérabilité. Est-ce que je peux utiliser tel ou tel fichier, je ne sais pas, par exemple on va prendre un format EPUB avec DRM, voilà, je peux l'utiliser comment? Est-ce qu'il faut que j'ai un identifiant? Enfin voilà, j'ai perdu mon identifiant Adobe, comment je fais pour le télécharger? Oui, mais il est plus compatible, voilà. Bon, ce genre de problème-là qu'on aura sans doute l'occasion d'évoquer. La particularité en fait de ce format, c'est qu'il permet le prêt d'une certaine façon, la chronodégradabilité. C'est-à-dire que je télécharge un fichier, puis au bout d'un délai que j'ai fixé dans le back-office de mon prestataire, je vais pouvoir fixer un délai de prêt. Donc en général, les bibliothèques collent ça à peu près auprès du livre imprimé, hein, généralement. Donc je télécharge mon bouquin, alors il ne va pas se disparaître, il va rester sur ma tablette, mais je ne pourrai plus l'ouvrir. Donc généralement, je vais devoir l'effacer. Oui, alors le problème effectivement des DRM, en tout cas un des problèmes, c'est que fait Adobe des données recueillies? D'accord? Donc ça soulève un certain nombre d'interrogations chez les professionnels. Alors vous savez que Carrefour, par exemple, la chaîne Carrefour, elle sait tout de nous, hein. Si jamais on a une carte Carrefour, ils vont tout savoir de nous, ce qu'on achète, etc. On peut avoir une vision très fine de vos achats. Là, c'est un petit peu pareil. Avec les DRM, je peux savoir quand vous avez arrêté la lecture, quel est le bouquin qui ne dépasse pas les 100 pages de lecture, etc., les annotations, etc. Quels sont les mots qui ont été annotés. Donc la confidentialité de la lecture, entre guillemets, n'existe pas réellement dans le numérique. Bon, il faudrait être complètement cinglé pour payer un bataillon d'informaticiens pour savoir ce que Gwen Catala a fait avec son application Kindle. Bon, mais bon, c'est possible, hein. Potentiellement, c'est possible. Voilà. Il faut savoir que la librairie de Citre, avec un certain nombre de partenaires, a créé une nouvelle chaîne de distribution qui s'appelle TEA. Et ils ont suivi des recommandations européennes pour essayer de créer des DRM légers, d'une certaine façon, moins intrusifs. Et donc, cette année, TEA a lancé un nouveau DRM, en fait, destiné aux professionnels, qui s'appelle CARE. Et qu'il propose à toutes les librairies de son réseau, puisque, on aura l'occasion d'en parler, les librairies sont en réseau. La Buissonnière est par exemple sur leslibraires.fr, qui utilise, je suppose encore, les DRM Adobe. Mais progressivement, si vous passiez directement sur le réseau TEA, vous passeriez dans d'autres DRM. Voilà, alors, comme il est extrêmement lourd, et que les DRM génèrent beaucoup de services après-vente, hein. 70 à 75% des problèmes viennent des DRM. Allô, j'arrive pas à télécharger, allô, je sais pas, etc. Alors, on imagine qu'effectivement, dans le commerce, ils ont prévu du personnel pour ça, mais en bibliothèque, qui va m'aider pour régler le problème d'interopérabilité, etc. Est-ce qu'il y a un correspondant au bout du fil?
Il faut bien savoir que si vous commencez à mettre en place ce type de service en tant que bibliothécaire, même en tant que libraire, et que vous n'assurez pas, entre guillemets, le suivi des prêts, etc., quelque part, vous vous décrédibilisez. Alors, certaines bibliothèques ont donné ces responsabilités aux services informatiques quand il y en a un, mais il n'y en a pas toujours. Et sinon, on pris en charge cette espèce de service après-vente ou de service après-prêt. Donc, les softs DRM, c'est quoi? Finalement, le watermarking, c'est simplement une information qui figure sur le fichier. Alors, c'est votre nom, éventuellement la date d'édition du bouquin, le copyright, etc. Donc, alors, les éditeurs les plus fortunés ont aussi d'autres modes de protection. Ils font appel à certaines sociétés qui vont pouvoir finalement créer une certaine forme de traçabilité des fichiers. Mais je ne rentre pas dans ce dispositif. C'est un autre type de dispositif et il ne nuit pas à la lecture des fichiers numériques. Donc, le watermark accompagne effectivement... Comme les DRM, le watermark s'efface très très facilement. Voilà, donc ce n'est pas vraiment une mesure de protection, simplement une information commerciale. Donc aujourd'hui, on trouve des livres numériques avec des DRM. Alors encore un peu en majorité, on va dire. Majorité de livres sont commercialisés en DRM, à peu près, beaucoup plus maintenant de watermark, on y va, voire carrément sans DRM. On en parlera précisément avec nos invités tout à l'heure. Voilà. Alors évidemment, aujourd'hui, la lecture, vous le savez, s'effectue sur différents types de supports. Donc c'est une difficulté supplémentaire parce que qu'est-ce qui est compatible et pas compatible? J'ai une liseuse Kindle, ah oui, mais j'ai eu un problème avec un format de ma bibliothèque, c'était un format EPUB, etc. Mais je comprends rien, qu'est-ce que je fais, etc. Donc on a ce type de problématique. Et puis la lecture sur smartphone devient quelque chose de beaucoup plus important aujourd'hui, même si effectivement le PC, la tablette et la liseuse restent relativement utilisés pour lire des livres numériques, le smartphone monte en puissance. Ça veut dire simplement que ce n'est pas parce qu'on a un petit écran que dans des petits caractères. C'est fini ça. D'accord ? Ça n'a même jamais existé. Vous avez encore une nouvelle complexité, différents modèles économiques. Vous pouvez choisir effectivement d'acheter vos livres au titre à titre, qui demeure le mode d'achat le plus fréquent encore aujourd'hui. Les gens veulent avoir le bouquin sur leur support de lecture. Donc ça peut être l'achat au titre ou bien ça peut être un achat couplé, comme c'est le cas d'ailleurs, je crois, des éditions Publinet. On en reparlera tout à l'heure. Où là, j'achète un livre imprimé un petit peu plus cher que la version de base et je peux télécharger le livre numérique, si je ne me trompe. Ça. Se sont développées aussi des formules d'abonnement au titre ou bien d'abonnement à des bouquets interdisciplinaires, alors que vous pouvez ou non constituer, ça dépend là encore du prestataire. Sachez qu'en France, on a une vingtaine de plateformes dédiées aux livres numériques pour les bibliothèques. D'accord, que ce soit en informatique, en sciences humaines, etc. Donc on a l'embarras du choix et donc à chaque fois, on a des modèles qui peuvent se superposer. Par exemple, si je prends Numilog, je peux télécharger, mais j'ai aussi du streaming. Je peux m'abonner, mais aussi je peux acheter, etc. Ça peut durer un temps limité ou pas limité, etc. Bon, donc il y a des tas de modèles différents qui peuvent coexister. Alors, on l'a vu, l'accès en streaming, en téléchargement, ça, je ne vous apprends rien. Et puis, effectivement, la vente au public ou aux bibliothèques dans des conditions, on va voir, assez différentes. Bien, comme c'est une journée quand même consacrée à la librairie, je voulais simplement simplifier le modèle de la distribution et de la diffusion des livres numériques. Alors, un éditeur, je l'ai dit tout à l'heure, va déposer dans un réservoir son fichier et va remplir un formulaire de métadonnées. Les métadonnées aujourd'hui sont des instruments assez complexes, mais qui permettent effectivement de mieux vendre un bouquin et on insiste aujourd'hui beaucoup auprès des éditeurs pour que ces métadonnées soient fines. Bien sûr, ce e-distributeur va stocker l'ensemble des fichiers pour pouvoir, le cas échéant, le moment venu, les diffuser par téléchargement ou bien par accès en streaming aux clients. Un métier est apparu, c'est-à-dire que ces métadonnées, il va falloir les diffuser sur l'ensemble des magasins, donc des revendeurs,
et en temps réel. Hein, donc souvent, les mises à jour sont en temps réel. Et il va falloir un opérateur, finalement, qui va collecter l'ensemble des métadonnées qui sont fournies par les éditeurs pour les ventiler chez les distributeurs, chez les revendeurs. Et maintenant, avec PNB, chez les bibliothèques qui le souhaitent. Voilà. Et enfin, évidemment, le libraire, sur son store, sur son corner numérique, va pouvoir proposer l'offre à ses clients. On verra d'ailleurs au niveau de la librairie que, contrairement à la bibliothèque qui va choisir, le cas échéant, ses contenus, le libraire reçoit des flux permanents de métadonnées, puisque, je dirais, le libraire ne dispose pas, évidemment, des fichiers sur un serveur. Le libraire ne reçoit que des métadonnées. Ça y est, je vous ai noyé ou non, pas encore? Alors, je continue. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les librairies se sont organisées en réseau. Donc, vous avez le réseau Hypagine, vous avez le réseau TEA, vous avez le réseau leslibraires.fr, etc. Selon leurs affinités, selon les modalités, sans doute le coût aussi d'abonnement à ces services. Elles ont développé, un certain nombre d'entre elles ont développé donc, des applications, c'est celle du bas, comme Club Reader pour Numilog, Paris Librairie pour Hypagine et pareil pour Hypagine ici, des applications qui permettent d'accéder à la librairie du réseau, en fait. Ce sont des applications réseau. Et puis sinon, d'autres librairies ont développé leur propre application de lecture que vous pouvez installer sur vos tablettes pour pouvoir accéder donc aux magasins, parce que c'est des magasins embarqués, en fait, ces applications-là. Un peu comme Amazon, en fait, les libraires se sont demandé si finalement coupler l'offre numérique avec des outils de lecture ne serait pas une bonne idée. Amazon propose son Kindle, Apple propose son iPad. Et puis on a vu que TEA aujourd'hui travaille avec Pocketbook, par exemple, qui est une société ukrainienne et qui développe des programmes spécifiques pour la liseuse Pocketbook. On a vu apparaître, il y a 1 an et demi, 2 ans, les liseuses Nolim, développées par la société française Bookin chez Carrefour, qui ont quand même dopé les ventes. Carrefour est le distributeur exclusif de ces liseuses qui ont été conçues, fabriquées en Asie, mais conçues par donc, la société Bookin. Vous avez d'autres exemples. Numilog, justement, travaille avec Bookin et donc propose, voire aux bibliothécaires ou aux bibliothèques, donc, des contenus sur cette liseuse. Voilà, donc on appelle ça la concentration verticale. On essaie finalement de capter et de faire un circuit entre guillemets captif de ces acheteurs. Alors maintenant, quid du livre en bibliothèque? Alors d'abord, il y a en France beaucoup de plateformes et encore assez peu de bibliothèques qui ont développé, on va dire, une offre numérique conséquente. Aujourd'hui, le plus petit commun dénominateur, c'est j'ai des liseuses. Je les prête ou pas, j'ai éventuellement des tablettes en consultation sur place, mais avoir une plateforme de téléchargement, etc., n'est pas réservé aux grandes bibliothèques qui ont reçu des subventions, mais quand même, on est relativement peu équipés, sauf certaines BDP qui ont pris finalement le problème à bras-le-corps et qui couvrent un ensemble de communes qui en dépendent. Voilà. Donc, la bibliothèque peut effectivement contacter directement une plateforme type Kern ou Cyberlibris pour avoir un abonnement ou d'avoir un contrat pour profiter de leur service. Voilà, donc je cite ici Publinet et iFraction, puisqu'on va avoir la chance de les avoir avec nous aujourd'hui. Je peux contacter Publinet, je suis une bibliothécaire et donc je vais voir avec Gwen Catala comment on va échanger, comment on va pouvoir prêter les livres numériques, le cas échéant, au public. Voilà. Chacun de ces fournisseurs a un modèle particulier. Par exemple, les éditions ENI qui font de l'informatique pure, c'est surtout de l'abonnement en streaming. C'est même que ça. Si vous prenez Isneo, c'est encore plus compliqué pour les bibliothèques parce que c'est de la consultation in situ en streaming. C'est-à-dire que vous devez quand même avoir quelques postes dédiés à la consultation de ces fichiers. Donc, à chaque fois, on complexifie un petit peu le mode d'accès. Ça, c'est l'offre directe. Et puis, l'offre médiée, c'est l'offre via les librairies.
Alors, cette offre est en cours se développe, bien entendu. Alors, je suis sûr que PNB est inspiré de prénumérique.ca. Prénumérique.ca, c'est une plateforme. Alors, ce n'est pas vraiment une plateforme commune. En tout cas, c'est une plateforme où toutes les bibliothèques du Québec peuvent constituer leur propre catalogue en passant par un libraire. PNB, c'est un modèle complexe. C'est un modèle qui associe ce modèle-là, donc la librairie, à un modèle qui ressemblerait davantage à médiathèque numérique d'Arte Vidéo à l'époque, qui fonctionnait par jetons, auquel on a ajouté un temps de licence, etc. Donc on a multiplié les obstacles. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les éditeurs veulent nettement marquer la différence entre la fourniture chez un libraire et la fourniture en bibliothèque. Je ne sais pas si j'ai un slide là-dessus. Non, je crois que tout à l'heure, j'en reparlerai, mais grosso modo, il n'est pas question de faciliter quelque part l'accès au livre numérique et de le rendre, je dirais, équivalent à ce qu'il est en librairie. Donc on va mettre un certain nombre de limitations à l'usage. Donc, quand vous passez une offre directe avec Numilog, par exemple, il va vous créer sur son serveur une petite place où vous mettra tous vos livres. Par contre, dans le projet PNB, c'est à peu près la même chose, mais c'est un peu différent. Vous allez faire appel à une SS2I, donc une société qui va vous développer, le cas échéant, un site web qui sera compatible, interopérable avec la chaîne élaborée par Dilicom et les différents libraires qui participent à cette opération PNB. On peut aussi, alors je crois qu'il n'y a pas de cas en France, mais j'ai remarqué qu'au Québec, il y a une société qui s'appelle Biblionet et qui permet donc de télécharger les bouquins à partir de l'OPAC directement. Vous êtes sur la notice, pour cliquer et hop, le bouquin se télécharge ou vous accédez à la ressource en fait. Voilà. Et puis, aujourd'hui, donc, on a un nouvel acteur qui s'appelle iFraction et lui qui a eu l'idée, on en reparlera avec lui cet après-midi, donc de matérialiser d'une certaine façon le fichier numérique. Donc grosso modo, il y a deux modèles. Il y a le modèle, je vais à la banque de prêt, puis je prends une carte correspondant au livre que je veux télécharger, ou bien un accès directement en ligne. Et sur ce point, je vous conseille d'aller voir le portail de la bibliothèque du Grand Narbonne, qui a mis en place l'offre d'iFraction. Voilà. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, la complexité pour les bibliothèques, c'est qu'on a différents modèles. Donc, soit on aura accès à l'ensemble du catalogue, soit il faudra choisir dans le catalogue. On pourra le constituer titre à titre ou sous forme de bouquet, etc. L'acquisition, elle peut être temporaire, hein, dans le cas de l'abonnement forfaitaire. Alors, elle peut être pérenne, mais dans certains cas. Vous avez des plateformes qui vous disent, si vous vous abonnez pendant 5 ans à ma plateforme, le bouquin, je vous le donne. Comme l'abonnement est relativement cher, je ne sais pas trop ce qu'ils y perdent. Si c'est un bouquin d'informatique, ils n'y perdent pas grand-chose, en fait, puisque c'est vite obsolète. Par contre, effectivement, avec votre prestataire, si jamais vous achetez des bouquins, dans le cas de PNB, on sait que c'est limité en temps. Hein, donc vous achetez un bouquin qui va permettre X téléchargements, mais vous ne pouvez pas le garder plus de X années, ou X, plus court, je crois que c'est EDP Science, c'est 1 an. Hein, voilà. Par contre, évidemment, si tous les jetons ont été mangés, il va falloir rajouter évidemment des jetons pour que le service soit continu. Donc on l'a vu sur place à distance. Et puis, alors les limitations, alors j'en ai peut-être oublié, mais je crois que je pense avoir fait le tour. Donc il y a, selon le nombre d'exemplaires disponibles, d'accord, ou le nombre de jetons disponibles. Alors le modèle, par exemple, de PNB, c'est par défaut, vous avez 30 jetons, 20 jetons, 15 jetons. D'autres, vous avez un jeton. Hein, donc ça fonctionne comme le papier, c'est-à-dire il y a un exemplaire, un utilisateur. Une fois que l'exemplaire est téléchargé, on ne peut plus le télécharger. Hein, il n'est plus accessible jusqu'au retour du fichier. Donc le nombre total d'emprunts autorisés, le nombre de terminaux autorisés, donc ça c'est l'implication d'Adobe. Hein, vous ne pouvez pas utiliser plus de 6 périphériques différents. Bon, c'est déjà pas mal, mais voilà. Ça peut être compliqué dans le cas du prêt de liseuse en bibliothèque, évidemment. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, on pourra en parler après, mais effectivement, ça pose certains problèmes à certaines bibliothèques. Certaines, comme en Suisse, par exemple, on décide qu'on s'en fiche, on prête les liseuses, et puis bon, s'il y a un problème, on le réglera quand il arrivera. Mais sinon, ça peut poser un problème. Effectivement, certains éditeurs bloquent
le nombre d'utilisateurs simultanés sur un fichier. Mettons, je suis Isneo, hein, c'est l'éditeur, enfin le distributeur Isneo, et les éditeurs ont décidé que finalement pas plus de X accès simultanés sur place dans la bibliothèque. Évidemment, c'est limité en durée, la licence a une durée définie. Donc voilà à quoi vous allez vous confronter lorsque vous êtes bibliothécaire. Alors pas toujours, parce qu'il y a des éditeurs qui sont quand même d'abord pas sur PNB et qu'on peut contacter, mais si vous rentrez dans ce système-là, vous aurez ce genre de paramètres à anticiper, en tout cas à voir en amont si ça correspond évidemment à vos besoins. Et l'expliquer le cas échéant aux lecteurs qui ne comprennent pas pourquoi finalement il y a un problème technique ou il y a un problème de disponibilité, etc. Les lecteurs ne comprennent généralement pas pourquoi en numérique on n'a qu'un exemplaire, que lorsque l'exemplaire est sorti, finalement il n'y a plus d'exemplaire. Voilà. Ce système-là, il remonte relativement loin parce que les éditeurs évidemment ont été contactés par les bibliothèques très tôt, hein, au début des années 2000. Et comme je vous le disais, en fait, il ne faut pas rendre le prêt plus attractif que l'achat. C'est un peu l'idée générale des prestataires hein, qui ont décidé, qui ont fourni ce système. On est évidemment contre l'usage illimité de la ressource. Quand je dis on, c'est voilà, les grands éditeurs. Hein. On va avoir sur le terrain des éditeurs qui ne sont pas du tout dans cette philosophie-là, hein, qui vous proposent des accès en illimité, voire qui vous donnent les fichiers, c'est le cas d'Ifraction, sauf erreur. Et puis l'inusabilité, c'est-à-dire que bon, vous achetez des bouquins imprimés, mais au bout de 40 sorties, votre bouquin, vous allez peut-être le mettre au pilon, le racheter, etc. Là, c'est fini avec le numérique. C'est la raison pour laquelle on va vous demander, ils ont calculé de façon tout à fait à la louche, pour ne pas être accusé d'entente illicite sur le prix du livre, ils ont calculé à la louche des modèles différents, mais compatibles. Donc chacun va décider de son prix, des modalités d'accès qui seront limitées, etc. Qui seront limitées de façon différente, etc. Voilà. Donc il fallait pouvoir, on va dire que si, en moyenne, au bout de 40 emprunts, le bouquin est détruit, on va mettre 40 jetons, et puis on va rentrer dans nos frais. Ok ? Et effectivement, les menaces réelles pesant, on verra cet après-midi hein, si les menaces sont réelles, mais les menaces en tout cas portant sur le système de la librairie, donc sur la librairie qui a été d'ailleurs, donc on l'a vu, subventionnée, reste un axe prioritaire. Et on en parlera avec nos invités tout à l'heure, mais le prix du livre numérique, ça, on dirait la hauteur du prix en fait est compliquée pour un éditeur. C'est un équilibre difficile car on donne un exemple, si un ouvrage des presses universitaires du Havre et de Rouen, un ouvrage papier est à 20 €, mais que je le propose en numérique à 2 €, on en reparlera avec M. Bessire, mais il va y avoir sans doute un impact clair sur probablement le libraire qui vend ce bouquin. En tout cas, c'est ce que craignent les éditeurs. Alors on verra qu'il y a des philosophies hein, là-dessus, parce que finalement le livre numérique et l'édition numérique est au carrefour à la fois du politique, de l'économique, etc., voire du social, on en parlera avec Gwen Catala, puisque la réintroduction du libraire, etc., effectivement, crée du lien social en fait dans le territoire. Donc grosso modo, il faut que l'expérience utilisateur ne soit pas la même quand on achète et quand on emprunte. Donc là, le message est clair. Voilà, donc un tout petit tour du propriétaire donc de ce projet PNB que Patrick Gambache, qui travaille aux éditions La Martinière, ne veut plus qu'on appelle projet, puisqu'aujourd'hui environ une trentaine d'établissements au moins proposent ce service, et depuis déjà quelques mois. Donc on souhaiterait que ce ne soit plus un projet, mais qu'effectivement ça passe, je dirais, à l'étape, non pas industrielle, mais en tout cas que ça se développe. Alors ça se développe. PNB, donc il faut le savoir, ça se développe en Belgique, puisque les bibliothécaires de la région wallonne ont développé une plateforme avec PNB. En Suisse, vous avez eBibliomédia, donc qui fonctionne sur le modèle de PNB. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la Suisse a deux modèles en fait. Il y a la Suisse romande, qui passe par la librairie, et la Suisse alémanique, donc germanique,
passe par une plateforme, qui ne passe pas par les libraires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Suisse, ils ont le sens du réseau. C'est-à-dire que eBibliomédia, pour PNB, c'est environ 50 bibliothèques. Divibib, puisque c'est le nom du service en Suisse alémanique, c'est environ une centaine de bibliothèques. Donc ils travaillent tous en réseau avec des contenus partagés. Voilà, donc si vous voulez bien entendu avoir des informations sur ces bibliothèques pilotes, il faudra les contacter. Bon, j'ai parlé un petit peu des modes de diffusion. Donc effectivement, Dilicom sert à la fois d'intermédiaire et propose aux libraires et donc par défaut aux bibliothécaires donc, des contenus. Et la nécessité effectivement que votre site web soit compatible avec les API, en fait, les modes de connexion entre les différents intervenants de la chaîne du livre numérique. Donc voilà comment Hypagine présente les ouvrages pour PNB. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, donc le prix 14,99 €, donc sans doute un peu plus cher bien entendu que le livre papier, avec une durée de licence de 1095 jours, c'est précis. Donc au-delà des 1095 jours, vous devrez, le cas échéant, vous fournir, racheter ce bouquin. Le nombre de prêts, c'est 30, donc 30 jetons. Les prêts simultanés, c'est 30, c'est-à-dire que si vous avez 30 lecteurs qui accèdent en même temps au fichier, pourront le faire, mais après, vous n'aurez plus de jetons. Hein, on est d'accord sur le principe. Bon, ils ont fixé une durée maximale de près de 59 jours. Voilà, donc ça, c'est chez Robert Laffont. Alors, c'est marrant parce qu'ils ne sont plus sur... C'est un exemple éditis, mais ils n'y sont plus. Donc, j'ai pris un vieil exemple. Donc, le type d'accès, effectivement, en streaming, c'est uniquement sur place. Donc, 30 utilisateurs sur place, c'est beaucoup. Et puis, il vous précise, effectivement, les conditions des DRM Adobe. ACSM, c'est le format du fichier quand il vous arrive. Hein. Ne soyez pas étonnés, quand vous téléchargez un bouquin, de voir ACSM. C'est la technologie Adobe et ça va s'ouvrir sur le format donné sur votre périphérique. Donc, maximum 6 périphériques, copier-coller interdit, impression interdit. Voilà. Alors, pour conclure, je pense que ma durée est raisonnable. Donc, pour conclure, c'est le dernier paramètre KPMG donc, qui est sorti en septembre 2015. Donc, j'ai fait une petite coupe rapide. 62% des maisons d'édition ont une offre numérique, mais ça concerne surtout les principales, les grandes maisons d'édition, les groupes éditoriaux. Par contre, un changement par rapport à 2014, c'est que les éditeurs qui ne proposaient pas d'offre numérique, à 45% aujourd'hui, finalement, ils ne vont pas y aller. On en parlera notamment avec M. Bessir sur le fait que finalement, on peut se demander si le numérique, et c'est l'interrogation des éditeurs, est finalement une bonne idée. Parce que finalement, c'est pas quelque chose qui... Parce que finalement, les éditeurs constatent que finalement, ça correspond peu aux attentes du public, que finalement, les ventes se tassent, etc. Donc on se demande finalement comment poursuivre cette activité. Et le tassement actuel des ventes privées de livres numériques en tout cas, les éditeurs voudraient que ces baisses soient compensées par la vente aux bibliothèques. Donc, ils insistent beaucoup pour que les bibliothèques rentrent, évidemment, dans le modèle PNB. Voilà, donc il y a toujours une décote du livre numérique par rapport au livre papier. Généralement, c'est 30%, mais grosso modo, ça va de 2 à 30% environ. Je l'ai dit, le titre est privilégié. Et puis, lorsqu'un bouquin sort en livre de poche, alors il y a un problème parce que le livre de poche, c'est vraiment la poule aux œufs d'or de l'édition. Donc le prix du livre numérique, s'il est trop proche, ne tuera-t-il pas effectivement l'édition de poche? C'est une question que se posent quand même les éditeurs. Donc on est frileux sur le prix du livre numérique. Et les premiers clients des éditeurs restent en France, en tout cas, Amazon, Apple et Kobo. Voilà, des opérateurs pas français. Voilà, merci beaucoup. Merci Alain. On a 10 minutes. Voilà, si je n'ai pas été clair, il y a des points qu'on peut aborder ensemble. Mais même s'il a été clair, si vous avez des remarques à faire ou des choses à dire, oui, bien sûr. Il y a le micro, donc n'hésitez pas. Alors pour ce qui concerne Gwen Catala et puis M. Bessir, on en parlera tous les deux, enfin tous les trois ici ensemble. Enfin, ils peuvent parler quand même s'ils veulent. Comment ? Ils peuvent parler quand même. Bien sûr, non, bien sûr, ils ont toute l'attitude. Carole ? Carole Zalberg, oui. Est-ce qu'on a des chiffres pour les bibliothèques qui proposent le prêt numérique? Est-ce qu'on sait si ça prend Alors la réponse est oui, ça prend. Ouais.
Parce que, par exemple, en 2 ans de fonctionnement, prénumérique.ca a annoncé 2 millions de téléchargements, environ plus de 120 ou 130 bibliothèques participantes. Et en France, est-ce qu'on a Alors, en France, si vous voulez, la question, elle est politique en même temps. C'est-à-dire que, d'abord, les bibliothèques ne confirment pas, ou en tout cas ne déclarent pas nécessairement. Par exemple, la ville de Paris vient de prendre PNB, c'est trop tôt pour estimer, etc. Ce qu'ils vous disent, grosso modo, c'est que ça commence à démarrer, ça part bien. Si je prends par exemple le cas de la Suisse, on dit qu'effectivement les prêts sont en progression. C'est-à-dire, grosso modo, on a 1000 à 1500 téléchargements par mois pour un réseau de 45 ou voilà. Donc, il faut faire très attention dans les chiffres. Les bibliothécaires, quand ils parlent de ces services-là, sont un peu embarrassés, entre guillemets, parce que si je montre que ça ne marche pas, peut-être que mon élu ne va pas suivre. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on n'a pas de chiffre exact. De toute façon, à la demande de l'Association des bibliothécaires français, il va y avoir une étude, normalement, sur justement ce service PNB, ses résultats, tous les critères qualitatifs, et peut-être pas qualitatifs, mais au moins quantitatifs, de l'offre. Donc ça, pour l'instant, il y a soi-disant un rapport qui devrait être élaboré pour répondre à cette question de façon précise. Je ne suis pas sûr qu'on ait toutes les réponses. D'ailleurs, pourquoi uniquement sur PNB? Pourquoi pas faire une étude sur la satisfaction via Cyberlibris ou d'autres fournisseurs de livres numériques. Donc là, par contre, on n'a pas nécessairement les bons chiffres. C'est encore un peu tôt, parce qu'on est quand même dans une période expérimentale. Même s'ils sont en activité depuis quelques mois, c'est encore un peu tôt pour dire, voilà. Et je ne suis pas nécessairement assuré de la véracité des chiffres. Voilà. Puisque derrière, il y a des enjeux à la fois politiques, de visibilité et économiques, évidemment. Si j'investis lourdement dans une plateforme, je ne voudrais pas qu'on me dise que finalement, ça a un faible impact. De toute façon, l'impact, il doit être mesuré à la médiation des bibliothécaires, notamment. Alors, quelle médiation je mets pour valoriser mon catalogue numérique? Certains bibliothécaires disent, voilà, bon, moi j'ai fait mon travail, il y a une ressource en ligne, bon, je ne m'en occupe pas, ce n'est pas mon métier. D'accord. Puis il y a d'autres bibliothécaires qui mettent en place des portails, qui mettent en place, je ne sais pas moi, une borne, etc., et qui accompagnent le public, qui forment le public à l'usage des tablettes, des liseuses, etc. Donc là, il y aura nécessairement un impact supplémentaire. D'accord. Donc toutes les bibliothèques n'ont pas forcément la même stratégie de médiation. Donc tous ces paramètres ajoutés montrent que voilà, il sera sans doute assez. Je crois que ce qui a satisfait beaucoup les éditeurs, c'est prénumérique.ca, puisque le chiffre d'affaires, il a été très très important. Voilà. Par contre, la question que je vous poserai, c'est est-ce que les auteurs touchent des royalties sur le prêt numérique? On en reparlera tout à l'heure. Alors moi j'ai la même question, mais pour les libraires. Oui. Donc ceux qui sont comme De Citre déjà depuis un moment et en acteurs vraiment majeurs et actifs, et d'autres, là j'ai vu rapidement le Divan qui doit être plus récent avec PNB. Oui. Quelles conclusions ils tirent de leurs expériences financièrement et commercialement? Alors là, il faudrait demander à un libraire, parce qu'on a la chance d'avoir un libraire. Si vous voulez, les acteurs du livre numérique n'ont jamais réellement communiqué leurs chiffres. D'accord ? Il y a vraiment une concurrence extrêmement sévère, on en parlera, entre les distributeurs. Donc, bon, on peut parler d'un chiffre d'affaires global du papier. Maintenant, pour le numérique, ils ne sont pas forcément tous prêts à communiquer ces ventes-là. Donc, voilà, il vaudrait mieux directement s'adresser cet après-midi à un libraire pour savoir effectivement s'il a des échos sur... mais encore une fois, il faut se méfier de ces chiffres-là. Voilà. On n'a pas les chiffres exacts des activités des uns et des autres. Ce qu'on peut dire, ce sur quoi on peut s'étonner pour le moment, c'est que justement, De Citre via TEA ne participe pas à PNB. Donc, comme les marchés publics, De Citre en ramasse quand même un maximum. Là, pour l'instant, aux bibliothèques, on attend une offre. Et je crois qu'ils travaillent d'ailleurs sur l'élaboration d'une possibilité de prêt à partir de leur nouvelle DRM Care. D'accord ? Donc, De Citre est en train de travailler effectivement à la, entre guillemets, chronodégradabilité pour les bibliothèques. Mais pour le moment, il est hors réseau. Je m'interroge comment De Citre, bon, c'est gros comme groupe, très gros. Certes, oui. Très gros. Oui. Où trouve-t-il les financements pour ce genre de je crois que la holding est au Luxembourg. C'est peut-être Amazon qui met ses impôts qu'il ne paye pas. Alors, De Citre fournit à Amazon les métadonnées. Et donc, il les vend à Amazon, De Citre.
C'était Nathalie Claudel de la Compagnie des Livres à Vernon, pour ceux qui ne la connaissent pas. D'autres remarques dans l'assistance nombreuse? Attends, tu parles dans le micro parce que sinon on ne va pas t'entendre. Bonjour. Bonjour, donc Frédéric Sozik, Bibliothèque de Cléon. Oui. Mais là, c'est pour le coup, c'est en utilisateur lambda aussi. Oui. On parlait du prix du livre numérique et d'une différence de 30%. Mais est-ce que, par rapport justement aussi à la question du piratage, il ne risque pas d'y avoir une amplification de ce phénomène quand on voit que certains éditeurs proposent des livres numériques, vous disiez au prix du poche, mais parfois même un prix supérieur au poche. Est-ce que c'est pas aussi se tirer un peu une balle dans le pied? De toute façon, on en parlera avec la librairie. Le numérique est d'une certaine façon une balle dans le pied. Comment vous répondre? Vous pensez que le prix favorise le piratage? C'est ça que vous essayez de me dire? Alors l'appréciation de l'éditeur par rapport au piratage n'est pas le même. Certains vous diront, il y en a un qui est dans la salle, que finalement, même piraté, au moins le bouquin sera lu. Et donc, quelque part... Non, mais voilà. Voilà. Gwen Catala confirmera que l'appréciation, l'appréciation des auteurs n'est pas la même, bien sûr. Mais de toute façon, que vous soyez imprimeur, éditeur, distributeur, vous avez un point de vue différent sur la question. Hein. Donc, voilà. Donc, effectivement, par exemple, j'ai lu récemment qu'en Espagne, quasiment tout est piraté. Par exemple, voilà. En Russie, j'ai une amie qui est franco-russe et qui me dit, mais alors tous les bouquins que je veux, mais j'ai des plateformes, je peux trouver les bouquins en français, en russe, aucun problème, etc. Donc le piratage sera un vrai défi, évidemment, dans les années qui viennent. Mais encore une fois, la perception est très différente selon qu'on est un auteur piraté ou un éditeur qui veut faire de la promotion, effectivement, de cet auteur, etc. Donc voilà, il n'y a pas une vision du livre numérique, il y a des facettes du livre numérique selon qu'on est libraire, qu'on est éditeur, qu'on est bibliothécaire. On n'a pas la même mission et on n'a pas forcément les mêmes perceptions des enjeux.